Négociations, communauté, syndicats, c'est l'échec, chacun reste sur ses positions. Dans l'enseignement libre, certaines écoles ont déjà décidé de supprimer les examens de fin d'année. Le vote aujourd'hui au Conseil wallon du projet Prime continue à mobiliser les TCT. Commencera réellement le sommet des deux grands à Washington. 8 satellites de télécommunications permettront au monde entier de suivre cette rencontre au cours de laquelle on abordera la fin de la division de l'Allemagne, le processus de changement en URSS, les aspirations du peuple balte et le désarmement conventionnel en Europe. Bien des causes de soucis pour Mikhaïl Gorbatchev qui n'arrive pas à ce sommet avec beaucoup d'atouts dans sa manche, sans compter l'élection de Boris Eltsine à la présidence de la Fédération russe, une nomination qui intervient pour le numéro 1 soviétique à un bien mauvais moment. Jean-Pierre Martin. Gorba n'a plus d'auréole et il le sait. Le 1er mai dernier, il n'a pas supporté les critiques de la foule, il a quitté la place rouge. C'est l'image d'un destin qui chancelle. Hier, alors qu'il était déjà parti pour les États-Unis, Boris Eltsine, le nouveau président de la Russie, la plus grande république de l'Union soviétique, lui infligeait un nouveau camouflet. Le temps des incertitudes plane donc sur le Kremlin et inquiète l'Occident qui se croyait débarrassé du communisme. L'eau monte de toutes parts et risque de se noyer. Heureusement, M. Gorbatchev semble avoir quand même pris le taureau par les cornes, puisqu'aussi bien avant-hier, il a annoncé un vaste programme des réformes économiques qui vont dans le sens d'une économie de marché. La population soviétique désespère devant ces assiettes vides. Le mécontentement et le risque d'un retournement de pouvoir au profit des durs viennent de là. Le niveau de production est trop faible. L'Union soviétique jusqu'ici devait tout subsidier. Un exemple, un kilo de bœuf vendu 2 roubles revenait à 6 roubles à l'État. Conséquence, l'Union soviétique vend son or. L'Occident n'exclut plus d'aider Mikhaïl Gorbatchev à surmonter cette catastrophe. Nous pouvons peut-être, c'est une idée qui est en l'air, préconiser pour eux, pour l'Union soviétique et pour d'autres pays de l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle une union de paiement, avec un système de clearing. C'est assez technique, mais ça permet de maintenir le commerce international à un niveau suffisamment élevé alors qu'on est à court de devises. Nous avons connu ce système après la guerre en Europe. La semaine dernière, devant les caméras de télévision, le président soviétique a appelé la population à ne pas céder à la panique et à accepter les hausses de prix. La partie n'est pas gagnée. Aux États-Unis, la Maison-Blanche s'inquiète d'une possible action de l'armée rouge. La Gorbimania qui s'était emparée du numéro 1 soviétique n'est plus de mise. Le séducteur joue sur la corde raide. En Lituanie, le président Landsbergis a affirmé ce matin même que son pays était disposé à étudier une suspension ou un gel de la déclaration d'indépendance à condition que cela ne place pas la République balte sous la juridiction de la Constitution soviétique. Par ailleurs, le président Landsbergis a avoué ne pas savoir comment sortir de la crise créée par le blocus. Enfin, il s'est réjoui de l'élection de Boris Eltsine à la présidence de la Russie. Muriel Charbonnier. Assortie de réserve, mais non moins significative, est la déclaration faite ce matin à Moscou par le président lituanien. Juste avant son départ pour Prague, où il doit rencontrer le président Václav Havel, Vytautas Landsbergis a déclaré que la Lituanie était disposée à étudier une suspension ou un gel de la déclaration d'indépendance adoptée le 11 mars dernier, à la condition toutefois que cette éventuelle suspension ne replace pas la République balte sous la juridiction de la Constitution soviétique. Malgré cette réserve, l'ouverture manifestée par le président lituanien est de taille. Jusqu'ici, les dirigeants de Vilnius avaient toujours refusé d'évoquer une suspension de l'acte d'indépendance. Tout au plus proposait-il le gel des lois prises en vertu de cette déclaration. C'est donc un petit pas de plus fait en direction de Moscou. Reste à voir si Gorbatchev se contentera d'une proposition qui juridiquement maintiendrait la Lituanie hors de son contrôle. En Roumanie maintenant, le maire de Bucarest a décidé de rétablir l'ordre dans sa ville en essayant ce matin d'ouvrir le passage à la circulation automobile sur la place de l'université occupée par des contestataires depuis 39 jours. Aux premières heures de la matinée, une demi-douzaine de camions de nettoyage de la voirie
était arrivé devant les barricades symboliques qui barrent l'accès de la zone libérée du communisme, entre guillemets. Mais aussitôt, les manifestants présents, comme vous le voyez, se sont massés sur la chaussée devant les véhicules qui n'ont pas cherché à forcer le passage. Pendant ce temps-là, une douzaine de grévistes de la faim, je vous le rappelle, poursuivent leur action, certains depuis le 1er mai, dans des tentes plantées sur le terre-plein devant le Théâtre National, également place de l'Université à Bucarest. Nous n'allons pas quitter le domaine des pays de l'Est puisque nous recevons maintenant André Lezen qui vient de sortir chez Duculot un livre intitulé « L'Europe après le communisme ». André Lezen, je pense qu'on vous connaît bien. D'abord, vous avez été le patron des patrons, et cela avant Urbain de Volder et avant aussi Philippe Bodson. Le temps passe vite. Vous êtes, je rappelle, président du conseil d'administration d'Agfa Gevard, président du holding Gevard, président du comité de direction de la VUM et j'en passe. Et il est intéressant avec vous de voir ce que vous pensez de l'Europe après le communisme au point de vue économique. On a beaucoup parlé du point de vue politique. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une ouverture et une chance à saisir pour l'Europe de l'Ouest? C'est certainement une ouverture, mais quand on parle de l'Europe de l'Est, il faut faire la distinction entre différents cas. Il y a d'abord l'Allemagne de l'Est qui est un cas spécifique. Il y a les pays de l'Europe centrale, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne, et puis il y a la Russie, et puis il y a l'Europe du Sud-Est. En Allemagne, il y a un grand développement, ça ira très vite. C'est un peu... Les grands frères allemands vont aider leurs petits frères allemands. Donc il y aura une transformation rapide, augmentation de la production allemande, retombée indirecte chez nous. La Pologne et les autres pays d'Europe centrale sera plus lent à démarrer. Ils ont surtout besoin moins d'argent, mais d'une aide transfert d'expertise. Et puis, il y a le cas de l'Europe de l'Est, de la Russie. Et là, je n'ose pas faire des pronostics parce que je pense qu'il faut encore passer par un grand chaos avant que les choses reprennent. Alors, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une possibilité de rater les mains tendues parce que ces mains ne se situent peut-être pas au même niveau? Est-ce que pour nous, il est intéressant, par exemple, que... reparlons d'abord de l'unification des deux Allemagnes, si vous le voulez bien, et du mark. Alors, est-ce qu'un mark de l'Ouest équivalent à un mark de l'Est, est-ce que c'est raisonnable? Je sais qu'en Allemagne, tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet. C'est plus une décision politique qu'économique. Qu'est-ce qui est raisonnable dans la vie? C'est certainement pas raisonnable. Si on avait eu le temps, on aurait fait autrement. Mais il y avait soit les Allemands de l'Est qui viendraient en Allemagne de l'Ouest, avec toutes les conséquences sociales et politiques afférentes, ou il fallait aider sans hésiter les Allemands de l'Est. Parce que sinon, sans frontières, depuis que la frontière est ouverte le 9 novembre, il y avait complète liberté de voyager. Donc, il y aurait vraiment une migration vers l'Allemagne de l'Ouest et les Allemands de l'Ouest n'avaient pas d'autre choix que de faire ce qu'ils ont fait. Oui, alors, d'autre part, ils craignent tout de même, les Allemands de l'Est, de se retrouver très rapidement au chômage parce que, forcément, les techniques qui sont employées à l'Ouest ne sont pas les mêmes. Et donc, ils craignent de se retrouver en marge de cette évolution dont ils seraient exclus. On craint toujours un peu de perdre ce qu'on a et on craint toujours des choses qu'on ne connaît pas. Donc les Allemands de l'Est veulent garder les assurances qu'ils avaient du point de vue social, pas de chômage et tout cela. Et il est évident qu'il y aura du chômage. Il faudra fermer la moitié des grandes usines en Allemagne de l'Est. C'est inévitable, la technologie n'y est plus. Il y a le point de vue écologique. Je connais nos usines, par exemple, d'Agfa en Allemagne de l'Est. Bon, il y travaille 21 000 personnes. Ça n'a pas de sens de continuer à fabriquer. Là, ça ne va pas. Donc, il y aura du chômage, mais il y aura des grands besoins dans les besoins d'infrastructures, les besoins dans les services. Et ça devra être organisé pendant une période de transition assez longue avec des mesures sociales qui accompagnent la transition. On a dit aussi que ça allait nous coûter très cher, vous n'êtes pas d'accord? Nous, je veux dire belges ou français, allemands de l'Ouest, est-ce que cette réunification ne va pas nous coûter très cher avant qu'elle ne rapporte? Oui, ça va certainement coûter beaucoup d'argent aux Allemands de l'Ouest, mais... Et par ricochet peut-être à la Belgique aussi? Oui, indirectement, mais ce ne sera pas tellement grave, puisque l'Allemagne de l'Est représente 10% du pouvoir industriel de l'Allemagne de l'Ouest. Donc c'est pour eux un problème qui est soluble. Alors, en ce qui concerne la Russie, vous l'avez dit, la situation est moins évidente. Gorbatchev va rencontrer George Bush demain lors d'un sommet. Il arrive un peu démuni à ce sommet. Est-ce que
ce déséquilibre qui règne en Union soviétique n'est pas un peu dangereux, même pour la paix mondiale, si on ne les aide pas rapidement. D'ailleurs, il est question d'une aide de plus en plus rapide, même de la communauté européenne. On parle beaucoup d'une aide, on a parlé d'un plan Marshall pour l'Europe de l'Est, mais ça n'a pas de sens pour l'instant. Les structures ne sont pas là, le privé ne sait pas aider parce qu'il n'y a pas de structure. Les Russes doivent d'abord s'aider eux-mêmes et faire le nécessaire pour qu'il y ait un système valable, et puis on peut commencer. Et les Russes ne demandent pas d'argent, en premier lieu, ils demandent aussi des transferts de technologie. Tout est à reconstruire là, il n'y a plus rien. Économiquement, c'est un pays sous-développé, et nous avons toujours sous-estimé la faiblesse du communisme pendant ces dernières années. En tant que la situation est dramatique là-bas. En tant que chef d'entreprise, vous pensez qu'à long terme, c'est donc pour nos entreprises une bonne affaire de réinstaurer une sorte de plan Marshall? Je pense que nos entreprises doivent être prêtes le moment venu pour aider, pour investir là-bas.